Même à Hollywood, ma vie privée m'appartenait en grande partie. Quand je me suis mariée, ma vie privée est devenue publique et je n'avais vraiment plus aucune intimité. Cela fait 20 ans depuis le décès tragique de Grace Kelly et maintenant, son époux royal brise enfin le silence pour révéler la vérité choquante derrière leur mariage apparemment parfait. Alors que nous plongeons dans les secrets et rumeurs entourant cette icône d'Hollywood et princesse de Monaco, nous commençons à démêler une toile de tromperie qui a enveloppé sa vie. Née pour briller, elle est venue au monde le 12 novembre 1929 au célèbre hôpital universitaire Hahnemann, à Philadelphie, Pennsylvanie. Elle est née dans une famille de richesse et d'influence. Son père, John B. Kelly Sr., étant lui-même une personne remarquable. John, né de parents immigrants irlandais, a connu un grand succès en tant qu'athlète, remportant 3 médailles d'or olympiques en aviron. Non seulement cela, mais il possédait également une entreprise prospère de maçonnerie reconnue sur toute la côte Est. John Kelly Sr. n'était pas seulement un homme de prouesse physique, mais il s'est également aventuré dans l'arène politique. En 1935, il s'est présenté comme le candidat démocrate à la mairie de Philadelphie, se rapprochant incroyablement de la victoire dans ce qui serait l'élection la plus disputée de la ville. Malgré la défaite, il a continué à servir sa communauté, devenant membre de la commission de Fairmount Park. Pendant les années tumultueuses de la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt l'a nommé directeur national de la condition physique, reconnaissant son dévouement à promouvoir un mode de vie sain. La famille Kelly ne manquait pas de talent et de réussite. L'oncle de Grace, Walter C. Kelly, brillait de 1000 feux en tant que star du vaudeville, captivant les spectateurs par ses performances. Il s'est même aventuré dans le monde du cinéma, réalisant des films pour des studios renommés tels que Metro-Goldwyn-Mayer et Paramount Pictures. Un autre membre de la famille, George Kelly, a laissé une empreinte indélébile dans le monde des arts. George, dramaturge lauréat du prix Pulitzer, scénariste et réalisateur, a montré son immense talent et sa créativité à travers ses œuvres remarquables. De l'autre côté de la lignée de Grace, sa mère, Margaret Major, était d'ascendance allemande. Margaret, une femme aux multiples talents, avait une formation en éducation physique et est devenue la première femme entraîneur pour les sports féminins à l'Université de Pennsylvanie. Dans sa jeunesse, elle a même poursuivi une carrière dans le mannequinat, mettant en valeur sa beauté et son élégance. Après avoir épousé John Kelly en 1924, Margaret s'est consacrée à être une ménagère aimante jusqu'à ce que ses enfants atteignent l'âge scolaire. Une fois cela fait, elle s'est activement engagée dans diverses organisations civiques, ayant un impact positif sur sa communauté. Dans la famille Kelly, Grace n'était pas enfant unique. Elle avait 2 frères et sœurs aînés, Margaret et John Jr., et une sœur cadette nommée Elizabeth. En grandissant, ils ont tous été élevés dans la foi catholique, qui a joué un rôle important dans leur vie. Leur éducation s'est déroulée dans une petite communauté catholique soudée. La famille Kelly était profondément impliquée dans la paroisse de Sainte-Brigitte à East Falls. Cette paroisse, fondée par Saint John Newman, le 4e évêque de Philadelphie, avait une longue histoire remontant à 1853. Les familles au sein de la communauté se connaissaient bien, créant un sentiment de familiarité et d'unité. Alors que Grace poursuivait son parcours d'enfance, elle fréquentait le Ravenhill Academy, une école de filles catholiques. C'est à cette époque qu'elle a découvert sa passion pour la mode. Aux côtés de sa mère et de ses sœurs, elle défilait souvent dans diverses tenues lors d'événements de charité locaux, mettant en avant sa grâce et son élégance naturelle. À l'âge tendre de 12 ans, Grace a eu son premier goût des projecteurs. Elle a décroché le rôle principal dans une pièce intitulée « Don't Feed the Animals », qui a été produite par les Old Academy Players, également située à East Falls. Cette expérience lui a permis de montrer son talent et de nourrir davantage ses aspirations dans le monde du divertissement. En mai 1947, une jeune et dynamique Grace P. Kelly a fièrement traversé la scène vêtue de sa robe de graduation alors qu'elle recevait son diplôme de l'école Stephen. Cette prestigieuse institution privée, nichée dans la charmante ville de Chestnut Hill, avait été son foyer pendant les dernières années. Pendant son séjour là-bas, Grace s'est immergée dans le monde du théâtre et de la danse, montrant ses talents et sa passion pour les arts. À la fin de l'année, ses camarades de classe remplissaient avec enthousiasme leurs annuaires,
partageant leurs acteurs et actrices préférés. Grace, avec son goût impeccable, choisit l'envoûtante Ingrid Bergman comme actrice préférée et le charismatique Joseph Cotten comme acteur préféré. Elle ne savait pas alors qu'un jour, elle serait mentionnée aux côtés de ces légendes. Dans les pages de l'annuaire, sous la section intitulée « La prophétie de Stephen », une déclaration audacieuse fut faite à propos de Grace P. Kelly. On pouvait lire « Mademoiselle Grace P. Kelly, une célèbre star de la scène et de l'écran, c'était comme si l'univers murmurait ses secrets, prédisant l'avenir remarquable qui l'attendait. » Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans accroc pour Grace après son diplôme. Malgré son talent indéniable et son ambition, elle a rencontré un revers lorsqu'elle a été refusée par Bennington College en juillet 1947. La raison, ses notes en mathématiques ne répondaient pas à leurs attentes. C'était un coup décevant, mais Grace a refusé de se laisser détourner de ses rêves. Avec une détermination inébranlable, Grace prit une décision audacieuse. Elle choisit de poursuivre sa passion pour le théâtre malgré la désapprobation initiale de ses parents. Son père, en particulier, avait des réserves sur cette profession, la considérant à peine supérieure à celle de prostituée. Mais Grace savait au fond d'elle-même qu'elle avait une vocation, un talent qui devait être partagé avec le monde. La même année, 1947, Grace a signé avec la célèbre agence de mannequins Walter Thornton. Sa beauté frappante et son charme indéniable ont attiré l'attention de nombreux, et bientôt, elle s'est retrouvée à orner les couvertures de magazines, captivant les lecteurs avec sa présence radieuse. Avance rapide jusqu'en 1954, et la vie amoureuse de Grace a pris un tournant lorsqu'elle a commencé à fréquenter le séduisant Oleg Cassini. Oleg, qui avait récemment divorcé de Jean Tierney, se retrouva captivé par l'élégance et la grâce de Grace. Leur relation s'est renforcée et avant longtemps, ils se sont fiancés. Cela ressemblait à une romance de conte de fées, remplie d'amour et de promesses. Cependant, leur histoire d'amour n'était pas destinée à durer, et elle s'est terminée, mais la carrière de Grace est devenue rien de moins qu'extraordinaire. L'ascension de Grace vers la célébrité. Pour lancer sa carrière, elle a décidé de faire un acte de foi et d'auditionner pour la prestigieuse American Academy of Dramatic Arts à New York. Déterminée à laisser une impression durable, elle a choisi une scène de la célèbre pièce de son oncle, George Kelly, The Torchbearers. Même si l'école avait déjà rempli son quota pour le semestre, elle a réussi à obtenir un entretien avec le département des admissions grâce aux connexions influentes de George. Avec un pied dans la porte, Kelly a travaillé sans relâche pour peaufiner son art. Elle a consacré d'innombrables heures à perfectionner son discours, allant jusqu'à utiliser un magnétophone pour s'exercer. Son travail acharné a porté ses fruits lorsqu'elle a obtenu son premier grand rôle sur scène, faisant ses débuts à Broadway dans Le Père de Strindberg, aux côtés du talentueux Raymond Massé. À l'âge tendre de 19 ans, elle a démontré son immense talent et sa polyvalence dans sa prestation de fin d'études en tant que Tracy Lord dans The Philadelphia Story. Tout au long de son parcours, son oncle George est resté une source constante de conseils et de soutien, toujours présent pour offrir des conseils précieux et un mentorat. Contre sa volonté, elle s'est retrouvée à vivre à l'hôtel Barbizon pour femmes à Manhattan, tout cela grâce à l'insistance de son père. Elle était loin de se douter que ce serait le début d'un voyage incroyable. C'est au Barbizon qu'elle attire l'attention de l'agence John Robert Powers, qui voit en elle un potentiel de mannequin. Ses premiers contrats étaient pourtant assez inattendus, puisqu'elle se retrouvait à faire des publicités pour des insecticides et des cigarettes. Vous pouvez imaginer, mais ce n'est pas tout. La rumeur dit qu'elle avait un côté espiègle. Elle dansait souvent sur de la musique hawaïenne dans les couloirs du Barbizon, au grand étonnement des autres résidents. Et si cela ne suffisait pas, elle les a même choqués en se produisant seins nus. Elle était plutôt un personnage. Malgré toutes ses pitreries, elle se remémore ses années au Barbizon avec tendresse, chérissant les souvenirs qu'elle a créés. Mais son parcours ne s'est pas arrêté là. Le producteur de télévision Delbert Mann a vu quelque chose de spécial en elle et l'a choisie comme rôle principal dans une adaptation d'un roman de Sinclair Lewis intitulé Bethel Meredith. C'était juste le début de sa carrière télévisuelle impressionnante.
Elle a ensuite joué dans près de 60 programmes télévisés en direct. Son talent n'est pas passé inaperçu non plus. Le magazine Theatre World l'a reconnue comme une personnalité prometteuse sur la scène de Broadway en 1950. Elle s'est vraiment fait un nom en tant qu'actrice de théâtre avec des performances remarquables dans des pièces comme Le Père, The Rockingham Tea Set, The Apple Tree, Le Miroir de l'illusion et même un épisode pour la série télévisée de Somerset Maugham. Elle était une force avec laquelle il fallait compter, et son étoile ne faisait que commencer à monter. Impressionné par son travail exceptionnel dans Le Père, Henry Hathaway, le célèbre réalisateur du film de 20th Century Fox, 14 Hours, a été captivé par le talent de Grace Kelly et lui a offert un petit rôle dans son film. C'était un rôle mineur, mais cela lui a permis de partager l'écran avec des acteurs de renom tels que Paul Douglas, Richard Basehart et Barbara Bel Geddes. Dans le film, Kelly incarnait une jeune femme qui se retrouvait à envisager le divorce, montrant ainsi sa polyvalence en tant qu'actrice. Paul Douglas, un de ses co-stars, ne pouvait s'empêcher de louer la beauté et le professionnalisme de Kelly. Il a remarqué qu'elle n'avait aucun mauvais profil, car elle était magnifique sous tous les angles. Non seulement cela, mais elle était aussi incroyablement facile à travailler, toujours coopérative et jamais capricieuse. De telles qualités faisaient d'elle une favorite parmi ses collègues de l'industrie. Après la sortie de 14 heures, un événement extraordinaire s'est produit. Le fan club de Grace Kelly a émergé, captivant les cœurs des gens à travers tout le pays. Des sections locales ont vu le jour, attirant de nombreux membres enchantés par le charme et le talent de Kelly. Elle trouvait toute l'expérience d'avoir un fan club extrêmement amusante et la qualifiait de terriblement divertissante. Lors d'une visite sur le plateau de 14 heures, Kelly a attiré l'attention du légendaire Gary Cooper. Sa présence et son talent indéniable ont laissé une impression durable sur lui. Cependant, malgré sa performance remarquable dans le film, les critiques ne l'ont pas remarqué, et cela n'a pas contribué de manière significative à sa carrière cinématographique naissante. Impassible, Kelly a continué à poursuivre sa passion pour le théâtre et la télévision. Bien que certains doutassent de ses capacités vocales et spéculassent que sa carrière sur scène pourrait ne pas durer longtemps, Grace Kelly restait déterminée à leur prouver le contraire. Elle possédait un mélange unique de talent, de beauté et de grâce qui la distinguait des autres. Peu de gens savaient que ce n'était que le début d'un parcours extraordinaire pour la jeune actrice. Son ascension vers la renommée. Après le succès retentissant de Mogambo, Grace Kelly se retrouva très recherchée. Elle démontra son talent d'actrice dans la pièce télévisée The Way of an Eagle, aux côtés du talentueux Jean-Pierre Aumont. Mais sa véritable percée est venue lorsqu'elle a été choisie pour jouer dans l'adaptation cinématographique de la pièce de Broadway de Frederick Knott, Le crime était presque parfait. Ce film captivant mettait en vedette Kelly aux côtés du brillant Ray Milland et du charmant Robert Cummings. Dans le film, elle incarnait le rôle d'une riche épouse mariée à un joueur de tennis professionnel à la retraite. Durant cette période, le destin sourit à Kelly lorsqu'elle croisa la route du légendaire Alfred Hitchcock. Le célèbre réalisateur devint l'un de ses mentors, la guidant à travers les dernières années de sa carrière. Ce mentorat s'est avéré un tournant pour Kelly, car elle fut prêtée par MGM pour travailler dans plusieurs films d'Hitchcock. Ses collaborations allaient devenir certaines de ses œuvres les plus acclamées et reconnues par la critique. Au début de l'année 1954, Kelly se lança dans sa prochaine aventure cinématographique, Les Ponts de Tokori. Ce film, basé sur le roman de James Michener, tournait autour des pilotes de chasse de la marine américaine stationnés en Asie. Kelly interprétait le rôle de la femme de William Holden, ajoutant profondeur et émotion à l'histoire. Notamment, ses costumes ont été conçus par la talentueuse Edith Head, avec qui elle avait développé une relation chaleureuse et amicale. En 1954, Kelly refusa avec assurance l'opportunité de jouer aux côtés de Marlon Brando dans le film emblématique Sur les quais. À la place, Eva Marissen a pris le rôle et a remporté un Oscar pour sa performance. Kelly, quant à elle, a choisi d'interpréter le personnage de Lisa Fremont dans Fenêtre sur cour.
C'est pendant le tournage de Le Crime était presque parfait que le réalisateur Alfred Hitchcock parlait constamment de fenêtres sur cour avec Kelly, même avant qu'il n'ait officiellement discuté de sa participation au film. James Stewart, le co-vedette de Kelly, était ravi de travailler avec elle et exprimait un grand enthousiasme. Le rôle de Lisa Fremont, une mondaine fortunée et mannequin de Manhattan, était un changement par rapport au personnage précédent que Kelly avait interprété. Cela marquait sa première interprétation d'une femme de carrière indépendante. Comme lors de leur collaboration précédente, Hitchcock mit en valeur l'élégance de Kelly en présentant des silhouettes en séquence lente et des gros plans des deux stars partageant des moments intimes, avec un accent particulier sur le profil de Kelly. Il a également veillé à mettre en valeur son sens de la mode en la vêtant de diverses tenues, y compris des robes de soirée glamour, un peignoir transparent sur une nuisette élégante, une robe fleurie à jupe ample et même un jean décontracté. Quand Fenêtre sur cour a été présentée en octobre 1954, Kelly a reçu à nouveau de nombreux éloges. Le critique de cinéma de Variety a remarqué la chimie naturelle entre Stewart et Kelly, saluant leur performance et leur capacité à répondre aux exigences du film. Malgré son succès à Hollywood, Kelly a décidé de passer à l'étape suivante de sa vie, et c'est de se marier. Grace a trouvé un amour qu'elle n'avait jamais prévu. Elle a dirigé la délégation américaine au prestigieux Festival de Cannes en avril 1955. C'était un honneur incroyable pour elle de représenter son pays lors d'un événement aussi renommé. Alors qu'elle était là, quelque chose de vraiment magique s'est passé. Elle a reçu une invitation spéciale pour une séance photo avec nul autre que le prince régnier III de Monaco dans son magnifique palais princier. Cependant, le destin semblait avoir d'autres plans, car Kelly a rencontré une série de retards et de complications avant de finalement rencontrer le prince le 6 mai 1955. Cela valait la peine d'attendre, car leur rencontre a marqué le début d'une belle histoire d'amour. Pendant plus d'1 an, Kelly et le prince régnier se sont courtisés, prenant le temps de vraiment se comprendre et s'apprécier mutuellement. Leur cour assidue a été décrite comme un processus réfléchi, rempli d'une évaluation rationnelle de part et d'autre. Enfin, le 19 avril 1956, ils ont décidé de passer à l'étape suivante et de se marier. Cependant, leur union devait se conformer à la fois au code napoléonien de Monaco et aux lois de l'Église catholique. Cela signifiait qu'ils devaient avoir 2 cérémonies, une civile et une religieuse. La cérémonie civile, durant seulement 16 minutes, a eu lieu dans la grande salle du trône du palais le 18 avril 1956. Plus tard dans la journée, une somptueuse réception a été organisée à laquelle 3000 citoyens monégasques ont assisté pour célébrer cet heureux événement. Lors de la cérémonie civile, Kelly a reçu 142 titres officiels impressionnants, correspondant à ceux de son mari. C'était une reconnaissance formelle de son nouveau rôle en tant que princesse de Monaco. Le lendemain, le couple se réunit à la cathédrale Saint-Nicolas de Monaco pour la cérémonie religieuse qui fut officiée par l'évêque Gilles Barthes. Le mariage fut un spectacle qui attira l'attention de millions de personnes à travers le monde. Plus de 30 millions de téléspectateurs se sont branchés pour regarder la cérémonie à la télévision, en faisant un événement véritablement moderne qui a généré une frénésie médiatique. Il a été décrit par le biographe Robert Lassay en 2010 comme le premier événement de ce genre à connaître une couverture médiatique aussi écrasante. Bien sûr, aucun mariage n'est complet sans une magnifique robe de mariée. La robe de Kelly était un chef-d'œuvre conçu par la talentueuse Helen Rose de MGM. Il a fallu une équipe de 3 douzaines de couturières 6 semaines pour donner vie à la vision. Le résultat fut une création à couper le souffle qui complétait parfaitement l'élégance et la grâce de Kelly. Après les festivités, les jeunes mariés ont embarqué pour une croisière de lune de miel romantique de 7 semaines en Méditerranée à bord du yacht luxueux du prince. Bien que ce fût un mariage de conte de fées, pensez-vous que Grace a trouvé du réconfort dans ce mariage? Découvrons-le. La princesse de Monaco, le voyage de la princesse Grace vers la maternité, fut une occasion joyeuse lorsqu'elle accueillit son premier enfant, la princesse Caroline, dans le monde par une fraîche journée d'hiver en 1957. Le bonheur du couple n'a fait que grandir avec l'arrivée de leur 2e enfant, le prince Albert, l'année suivante, solidifiant sa position d'héritier du trône. Et enfin,
Leur Benjamin, la princesse Stéphanie, a complété leur belle famille en 1965. Cependant, en coulisses, leur mariage de conte de fées a fait face à ses propres défis. S'adapter à la vie de princesse à Monaco n'était pas une tâche facile pour Grace Kelly. Au début, elle se languissait des conforts familiers de son pays natal. Le prince régnier lui-même a admis qu'il aurait peut-être été préférable que Grace passe plus de temps avec ses parents avant leur mariage. En y repensant, il réalisa qu'il avait peut-être été trop pressé qu'elle s'intègre et se sente à l'aise. Mais le mal du pays n'était pas le seul obstacle que Grace devait surmonter. Selon la biographe Wendy Leigh, l'infidélité de Régnier a jeté une ombre sombre sur leur relation. Quelques mois après leur mariage, il avait déjà pris 3 maîtresses, laissant Grace se sentir humiliée et profondément malheureuse. Elle se retrouvait entourée d'un monde de décadence et d'amis peu recommandables, ce qui n'a fait qu'ajouter à sa détresse. Au fil du temps, Grace a commencé à trouver du réconfort dans sa quête de vie privée. Être une princesse signifiait être constamment sous les projecteurs et elle aspirait à des moments d'intimité et de solitude avec son mari. Elle parlait souvent de l'importance d'avoir du temps seul, à l'abri des regards indiscrets du public. C'est pendant ces moments-là qu'elle pouvait vraiment être elle-même et chérir le lien qu'ils partageaient. Cependant, Grace Kelly et le prince Régnier III étaient déterminés à être très impliqués dans l'éducation de leurs enfants, plutôt que de s'appuyer sur des gouvernantes et des nourrices. Dans une interview de 1979 avec Images, Kelly a exprimé les défis de leur situation unique en disant « C'est difficile pour les enfants. Ils sont différents, qu'ils le veuillent ou non. Et bien sûr, ils détestaient être différents. Quand ils allaient à l'école ici à Monaco, ils voulaient être comme tous les autres enfants. » Malgré les pressions de la royauté, Kelly s'est assurée de concilier discipline, amour et humour, veillant à ce que ses enfants se sentent soutenus et pris en charge. La vérité est que malgré la perfection apparente de leur mariage, elle s'est toujours sentie très seule, regrettant le faste et le glamour du grand écran, mais elle n'avait d'autre choix que de remplir ses obligations royales. Les initiatives philanthropiques de Grace. Pendant son mariage, Grace a décidé de mettre sa carrière d'actrice en suspens. Elle s'est plutôt consacrée à son rôle de princesse et s'est profondément engagée dans des actions philanthropiques. En tant que princesse consort, elle occupa le prestigieux poste de présidente de la Croix-Rouge de Monaco, travaillant aux côtés de sa sœur, Peggy Davis, et de sa belle-sœur, la princesse Antoinette, qui servait comme vice-présidente. De plus, elle est devenue la marraine de Rainbow Coalition Children, un orphelinat géré par la talentueuse Josephine Baker, qui fut autrefois danseuse, chanteuse et actrice. Une des traditions chères à Grace était d'organiser une célébration de Noël annuelle pour les enfants orphelins de Monaco, où elle les comblait de cadeaux et de joie. Elle a également pris le rôle de présidente du Club des Jardins de Monaco, montrant ainsi son amour pour la nature et le jardinage. De plus, elle a été présidente du comité d'organisation de la Fondation internationale des arts, soulignant sa passion pour les arts. Malgré sa nouvelle vie à Monaco, Grace a maintenu son lien avec son pays d'origine, les États-Unis, puisqu'elle possédait la double nationalité américaine et monégasque. Cela lui permettait de rester connectée à ses racines américaines tout en embrassant son nouveau rôle de princesse. Grace et son mari ont entrepris 3 visites mémorables en Irlande, un endroit qui avait une signification particulière pour elle. En 1976, elle a même acheté la maison ancestrale de sa famille à Drumalura, près de Newport, dans le comté de Mayo, consolidant son lien avec son héritage irlandais. Animée par sa compassion et son désir de faire la différence, Grace a fondé AMAD Mondial, une organisation à but non lucratif, basée à Monaco. Cette organisation a obtenu la reconnaissance des Nations Unies et a été créée après que Grace ait été témoin des circonstances désastreuses auxquelles étaient confrontés les enfants vietnamiens en 1963. La mission d'Amadei est de promouvoir et protéger le bien-être des enfants dans le monde entier, indépendamment de leur race, nationalité ou religion. Elle opère en coopération à travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique et détient le statut consultatif auprès d'organisations prestigieuses telles que l'UNICEF, l'UNESCO et le Conseil économique et social des Nations unies. En 1962, Alfred Hitchcock
a approché la princesse Grace pour le rôle principal dans son film « Pas de printemps pour Marnie ». Elle était ravie de l'opportunité, mais les Monégasques ne voyaient pas d'un bon œil l'idée que leur princesse joue une kleptomane à l'écran. Cela l'a amenée à reconsidérer sa décision et finalement à décliner l'offre. Plus tard, le réalisateur Herbert Ross a essayé de la convaincre de rejoindre son film The Turning Point en 1977, mais le prince régnier n'était pas en faveur de l'idée. Malgré ses revers, la princesse Grace a retrouvé le chemin des arts, en faisant des lectures de poésie et en narrateur des documentaires. Elle a même pris le rôle de narratrice d'un téléfilm intitulé The Poppy is also a Flower en 1966. En 1976, la princesse Grace est devenue l'une des premières femmes membres du conseil d'administration de la 20th Century Fox Film Corporation. Elle a également coécrit un livre intitulé « Mon livre des fleurs » en 1980, où elle partageait ses réflexions sur l'esthétique et le symbolisme des fleurs. La princesse Grace et le prince régnier ont collaboré sur un court-métrage intitulé « Rearrange » en 1979, ce qui a suscité l'intérêt des dirigeants de la chaîne ABC. Malheureusement, avant que le film ne puisse être terminé, la princesse Grace est décédée et le projet n'a jamais été diffusé au public. Au début des années 1980, la princesse Grace est associée à la société Springmaid pour créer une ligne de linge de lit et d'autres produits pour la maison appelée GPK, nommée d'après ses initiales de jeune fille. Cette collaboration est née après qu'un styliste de Springmaid ait découvert les designs de la princesse Grace dans un article de magazine. La princesse Grace a généreusement donné plus d'1 million de dollars en royalties provenant de cette entreprise à ses œuvres de charité préférées. Alors que le monde profitait encore de ses œuvres de bienfaisance, quelque chose d'inattendu s'est produit, la mort de Grace. Sa mort fut tragique. Grace et Stéphanie avaient des billets de train pour Paris, où Stéphanie, qui avait 17 ans, devait commencer sa scolarité. Le chauffeur de Grace a présenté le rover de la princesse, âgée de 11 ans, et a proposé de conduire, mais Grace a insisté pour prendre le volant elle-même, car il ne pouvait pas loger 3 personnes et les bagages dans la voiture. Alors qu'elle se trouvait à environ 3 km de la Turbie, Grace n'a pas réussi à négocier un virage particulièrement serré, ce qui a entraîné la voiture à plonger sur une pente de 37 mètres. Caroline, la sœur de Stéphanie, a transmis à Robinson le récit de ce que Stéphanie avait partagé sur l'incident dans la voiture. Stéphanie m'a informé, maman n'arrêtait pas de dire « Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas, je ne peux pas m'arrêter ». Elle a mentionné que maman était dans un état de panique totale. Immédiatement après l'accident, Stéphanie a tiré sur le frein à main, mais cela n'a pas arrêté la voiture. Elle a fait de son mieux, mais elle n'a tout simplement pas pu arrêter la voiture. Stéphanie a été sortie de l'hôpital le lendemain avec seulement des blessures mineures. Malheureusement, Grace a subi une seconde hémorragie, probablement due à l'accident, et n'a jamais repris connaissance. Selon Robinson, elle est décédée à l'âge de 52 ans. Lors d'une interview, Stéphanie a révélé que Grace avait ressenti un mal de tête sévère et semblait avoir momentanément perdu conscience. Par la suite, le véhicule a commencé à dévier de sa trajectoire avant d'accélérer à pleine vitesse et de plonger du haut de la falaise. L'homme qui a initialement découvert le site de l'accident a partagé son récit lors d'interviews, mentionnant qu'il a sauvé Stéphanie du côté conducteur. Plus tard, Stéphanie a précisé qu'elle était sortie par le côté du conducteur car la porte passager était complètement endommagée. L'enterrement de la princesse Grace a eu lieu à la cathédrale de Notre-Dame Immaculée à Monacoville le 18 septembre 1982. Après une messe de requiem, elle fut enterrée dans le caveau familial des Grimaldi. Un nombre important de personnes, totalisant plus de 400, étaient présentes lors de la cérémonie funéraire. Des personnalités estimées telles que Cary Grant, Nancy Reagan, Danielle Mitterrand, l'impératrice Farah d'Iran et Diana, princesse de Galles, étaient présentes. Cependant, après son enterrement, une sombre rumeur refit surface, la malédiction sur les royautés de Monaco. La légende raconte que la famille Grimaldi est sous une malédiction depuis environ 700 ans, remontant au XIVe siècle en Europe. Il existe plusieurs versions de l'histoire, la plus connue affirmant qu'une sorcière a jeté une malédiction sur la famille pour s'assurer qu'ils n'éprouvent jamais le bonheur conjugal.
On dit que le prince Rainier Ier, le premier souverain de Monaco de la lignée Grimaldi, a remporté la victoire lors de la bataille de Zierikzee et a été ensuite nommé amiral de France. Pour célébrer son triomphe, il a enlevé une femme flamande. En représailles, elle a jeté une malédiction sur lui et ses descendants, proclamant « Aucun Grimaldi ne trouvera jamais de joie dans le mariage ». Une version alternative de l'histoire suggère qu'une sorcière a jeté un sort à la famille suite à l'ordre du prince Rainier Ier de la faire brûler vive. Il est indéniable que depuis l'époque de Rainier Ier, les membres de la famille Grimaldi ont rencontré des difficultés dans leurs relations amoureuses. Le prince Louis Ier a épousé Catherine Charlotte de Gramont, une femme connue pour ses nombreuses liaisons à Paris, dont l'une était avec le roi Louis XV de France. Finalement, elle a abandonné le prince Louis Ier pour devenir la maîtresse de Louis XV. La princesse Charlotte, la grand-mère du prince Albert II actuel, a contracté un mariage arrangé avec le comte Pierre de Polignac de Hennebont en France. Le couple a eu 2 enfants, le prince Rainier et la princesse Antoinette, durant leur mariage tumultueux, qui fut marqué par les liaisons extraconjugales de Charlotte en raison de l'homosexualité de Pierre. Ils se sont finalement séparés en 1930 et ont finalisé leur divorce en 1933. Par la suite, Charlotte a choisi de résider avec un amant italien, et Grace de Monaco est la plus récente. Nous espérons que les dynamiques changent, problèmes financiers et vérité non dite. Lorsque la princesse est tragiquement décédée à l'âge de 52 ans d'un AVC, ses seules possessions étaient un cottage en Irlande, qui appartenait à son grand-père, et des économies s'élevant à 10 000 $, ce qui équivaut à 27 000 $ en valeur actuelle. Le documentaire Grace Kelly, Les millions manquants, met en lumière le fait que Grace Kelly a non seulement dû sacrifier sa carrière d'actrice pour épouser le prince Rainier III, mais elle a également dû renoncer à une somme d'argent considérable. Il a été révélé que l'actrice devait payer une dot étonnante de 2 millions de $ avant le mariage, qu'elle a réussi à accumuler grâce à ses économies et celles de ses parents. La rumeur dit que le prince de Monaco a épousé une célébrité hollywoodienne pour sauver Monaco. Bien que le prince Rainier III ait été indéniablement captivé par Grace Kelly lors de leur rencontre, des rapports indiquent que le prince cherchait déjà une épouse hollywoodienne. Au cours des années 1950, Monaco faisait face à des difficultés avec un faible taux de tourisme. Selon l'Express, les conseillers de Rainier avaient prétendument suggéré qu'il devrait épouser une actrice hollywoodienne pour sauver Monaco. Fait intéressant, selon The Telegraph, l'ami de Rainier, Aristote Onassis, a initialement proposé Marilyn Monroe comme épouse convenable pour le prince. Monroe était apparemment convaincue qu'elle pouvait gagner l'affection de Rainier. Elle aurait déclaré « Donnez-moi 2 jours seul avec lui et bien sûr, il voudra m'épouser ». Cependant, il semble qu'elle n'était pas intéressée à poursuivre cette union. Néanmoins, Monroe a exprimé sa joie pour Kelly lorsqu'elle a épousé Rainier. Le jour du mariage, elle aurait écrit dans un télégramme « Je suis si heureuse que tu aies trouvé une issue à ce milieu. » Que son sinecure. Selon des rumeurs, Grace Kelly aurait exprimé le désir de retourner à sa carrière hollywoodienne et envisagerait même un divorce. Bien que l'idée d'épouser un prince ait pu sembler séduisante en théorie, une amie proche de Kelly, Judith Balaban-Quine, a révélé que la princesse s'est finalement désillusionnée. Quine a déclaré « Rainier était son prince sur un cheval blanc, et il allait la sauver de tout cela. » Shelmy. Cependant, ni Rainer ni Kelly n'auraient pu prévoir qu'il la sauvait précisément de ce qui faisait d'elle la personne qu'il adorait. Kelly elle-même n'était pas au courant de ce fait non plus. Son héritage. L'impact de Kelly en tant qu'artiste de théâtre, actrice de télévision et star du cinéma hollywoodien a laissé une impression durable. Elle est reconnue comme l'une des blondes iconiques de Hitchcock et est considérée comme l'une des femmes les plus élégantes de l'histoire du cinéma et du monde. Selon Catherine Boyle du Washington Post, l'influence de Kelly s'étendait à façonner les perceptions des immigrants catholiques irlandais dans les années 1950. Malgré des réserves initiales concernant les aspects religieux, le public américain a accueilli favorablement sa messe de mariage télévisée. L'impact de Kelly fut si significatif qu'elle fit la couverture du numéro du 31 janvier 1955 de Time Magazine.
Le magazine la saluait comme la vedette de cinéma principale qui apportait un changement rafraîchissant aux traditionnelles sirènes de films enfumées et aux mignonnes impertinentes. Son style caractéristique de porter des gants blancs élégants et remarquables lui a valu le surnom de « fille aux gants blancs » et les journalistes la qualifiaient souvent de « lady » ou « mademoiselle », Kelly en raison de cette particularité distinctive. Établie en 1982, la Princess Grace Foundation USA a été fondée par son époux pour poursuivre le travail caritatif qu'elle avait entrepris discrètement de son vivant, soutenant les artistes émergents dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma aux États-Unis. Basée à New York, la Fondation PGF USA est une organisation à but non lucratif exonérée d'impôts qui repose sur le soutien du public. À travers le programme des Princess Grace Awards, la Fondation a accordé plus de 15 millions de dollars à près de 800 artistes provenant de plus de 100 institutions à travers les États-Unis. En 1955, Kelly a été capturée par Howell Conant en Jamaïque. Conant l'a photographiée dans un cadre naturaliste sans maquillage, une rupture avec la représentation conventionnelle des actrices. Les images résultantes ont été publiées dans le magazine Collier's avec une célèbre photo d'elle sortant de l'eau avec les cheveux mouillés en couverture. En 2012, la maison d'enfance de Grace a été désignée comme un site historique en Pennsylvanie et une plaque historique a été placée à cet endroit. De plus, elle a été honorée d'une étoile sur le Walk of Fame de Hollywood. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter nos autres vidéos pour plus d'histoires fascinantes et d'aperçus.